مساء الخير السلام. En effet, moi, ce n'est pas la première fois que je participe à vos conférences. Et en effet, c'est vrai que j'aurais préféré être physiquement présent. Même d'ailleurs, sur la forme de la présentation, d'habitude, je me ramène avec une présentation PPT, avec des figures, des graphes, des choses comme ça. Bon, là, en visio, de cette manière, je pense qu'on va se contenter d'émettre un certain nombre d'idées et d'analyses. Et j'espère surtout que ensuite, le débat, les questions, nous permettront d'approfondir, d'éclaircir certains aspects qui n'auront pas été suffisamment clarifiés. Voilà. Donc alors, si je comprends bien, vous me donnez la parole en premier et c'est la remarque que je faisais tout à l'heure en off. Il me semble que si votre sujet, c'est quand même d'abord la loi de finances 2021, évidemment, c'est vrai, vous avez raison. En fait, dans les axes d'orientation de cette loi de finances, je peux vous dire, on s'est contenté en fait de reprendre le plan de relance, qui lui est un plan de relance qui a été annoncé pour la première fois dans le discours royal de fin juillet 2020. Et donc, la loi de finances a repris ces orientations-là. Et donc, c'est vrai qu'il y a une sorte de mixage entre la loi de finances en elle-même, mais la loi de finances en tant qu'exercice prévisionnel, tout de même, et en tant que document prévisionnel pour les finances publiques, et le plan de relance qui, lui, annonce un certain nombre de mesures sur lesquelles donc on va revenir. Donc, ce que je vais essayer de faire dans le temps qui m'est imparti, vous m'avez dit 25 minutes, je vais essayer. Il me semble que d'abord, évidemment, la première chose, c'est incontournable, on ne peut pas aborder un débat sans rappeler au moins l'état de la situation sur le plan économique, où on en est aujourd'hui. Quelle est la situation, notamment par rapport donc à l'évolution de la pandémie, etc. Deux, quelques éléments, je ne peux pas entrer dans les détails, mais quelques éléments effectivement caractéristiques de la loi de finances, en tout cas l'appréciation que moi personnellement j'en fais. Et puis, troisième lieu, donc quelques éléments également aussi du plan de relance, et en espérant que donc après les autres collègues, les autres amis aborderont d'autres aspects et puis on reviendra dans le débat sur les uns et les autres. Bien. Voilà. Alors, première chose, je pense, sur la situation générale. Je crois que aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier, nous avons d'abord la mémoire de l'évolution des choses depuis le déclenchement de cette pandémie et nous avons l'état de la situation telle qu'elle est en tout cas appréciée à partir de la communication officielle. Je vous rappelle que par exemple le budget exploratoire pour 2021, le budget économique que publie le HCP est paru il y a une semaine ou 10 jours et ça permet d'avoir une idée. Disons, moi je vais essayer de résumer en 2-3 points l'état de la situation. D'abord, évidemment, la crise Covid. La crise Covid, eh bien, je pense que valeur aujourd'hui, elle s'éternise. Il est difficile aujourd'hui de faire preuve, par exemple, du même optimisme qui était de rigueur, justement, simplement au cours du début de l'été. Je vous rappelle qu'au début de l'été, tout le monde tablait à peu près sur une possible sortie de crise à l'automne. On sait aujourd'hui, malheureusement, que nous avons été, tout le monde en fait, a été trop optimiste, que le virus, il a la peau dure. On sait aujourd'hui que non seulement au niveau international,
ça prendra beaucoup plus de temps. La vaccination prendra plus de temps, même s'il n'y a pas d'accident de parcours, comme malheureusement ça et là aujourd'hui, on commence à voir notamment les variantes qui imposent de nouvelles contraintes, etc. Même si ce n'est pas ça, la vaccination prendra du temps. Et aujourd'hui, les instances internationales, comme différents gouvernements, etc., personne ne se hasarde à miser sur avant le deuxième semestre, dans le meilleur des cas, avant le deuxième semestre de 2021. Au Maroc, malheureusement, vous voyez bien, on n'a pas besoin, je pense que tout le monde se tient au courant, tout le monde suit l'actualité. On n'en finit pas de compter les bévues, les couacs, un certain désordre. Pour ne s'en tenir qu'aux dernières prévisions, on nous a annoncé le début de la vaccination au milieu du mois de décembre, de manière officielle. Maintenant, le ministre de la Santé lui-même parle d'une possible sortie au printemps. C'est vous dire que s'il y a un mot, et vous allez voir son importance, s'il y a un mot majeur qui caractérise la situation actuelle, ce mot, c'est incertitude. Incertitude. C'est le maître mot qui fait que, valeur aujourd'hui, tout exercice prévisionnel se révèle forcément hasardeux. Très difficile de faire une quelconque prévision. Justement, pour déjà, par exemple, faire allusion à la loi de finances, je vous rappelle quand même que, évidemment, la loi de finances est fondée sur un certain nombre d'hypothèses. Vous l'avez rappelé, sur des hypothèses, sur la croissance, sur les cours mondiaux, etc. Mais la loi de finances est fondée sur une hypothèse majeure, clé, c'est tout simplement la maîtrise de la pandémie et la sortie de la crise, premier trimestre 2021. Premier trimestre 2021. C'est l'hypothèse clé sur laquelle l'essentiel des prévisions sont assises. Est-ce qu'aujourd'hui, je répète, valeur aujourd'hui, nous sommes le 19 juin, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut raisonnablement prévoir que nous sortirons de la crise à la fin du premier semestre, ou même, je dis bien, de deuxième semestre? Donc, vous voyez bien la fragilité, la précarité des prévisions qui sont faites. L'incertitude brouille toutes les cartes. Je peux même vous dire, par exemple, vous saviez, il y a quelques mois, on parlait, disons, les différents scénarios de sortie de crise. Au début, on a parlé d'une sortie en V. Très vite, on a déchanté. Puis, on a commencé à parler d'une sortie en U. Et alors, vous savez que la sortie en U, tout dépend de la taille, de la distance du plateau. Le U peut aller long, le plancher peut malheureusement durer des mois ou des années. Et donc, vous voyez bien que ça, c'est le premier élément qui me paraît absolument fondamental et qui détermine tout ce que nous pouvons nous dire, y compris sur le plan de relance dont il va être question. Le deuxième point, qui est quand même également très important parce qu'il concerne les choix de développement. Je rappelle tout de même que même si le débat sur le dit modèle de développement, même si je n'aime pas beaucoup cette expression, dure depuis plusieurs années, mais là, depuis un an et quelques mois, une commission officielle a travaillé sur ce dit modèle. Et en principe, cette commission, elle devait présenter son rapport il y a déjà plusieurs mois. Disons qu'elle devait le présenter à la fin de l'année, disons au cours de ce mois de janvier précisément. Sauf que, alors, évidemment, je répète, on attendra la publication de ce rapport pour en parler. Mais, ce qui est
certains, par rapport, encore une fois, aux prévisions que nous sommes en train de discuter, par rapport à ce qui est contenu dans la loi de finances, par rapport aussi au plan de relance. C'est évident que tout cela devrait, en tout cas, devrait dépendre des nouvelles orientations. Parce que cette commission, en principe, sa principale mission, c'est quoi? C'est justement de nous proposer de nouvelles orientations, de nouveaux choix majeurs. Ce n'est pas des choix de conjoncture, c'est de nouvelles trajectoires, de nouveaux choix de développement. Or, comment imaginer qu'on puisse mettre à travailler sur un plan de relance alors que nous n'avons pas encore la visibilité nécessaire sur les choix fondamentaux? Vous voyez, on a une sorte d'impression qu'on a mis un peu quand même la charrue devant les bœufs. Il y a donc là aussi, à ce niveau-là, une sorte d'attentisme. On a l'impression que d'un côté, il y a des mesures, il y a des décisions qui sont prises, mais de l'autre côté, il y a des gens qui réfléchissent, qui devraient nous proposer des choses encore plus fondamentales. Et nous, on est dans cette situation aujourd'hui. Et donc, ça pose problème. Voilà. Donc, si vous voulez, je m'en tiens d'abord simplement à ces deux éléments qui me paraissent structurer le cadre, le contexte actuel. Maintenant, quelques mots sur la loi de finances. Je l'ai dit tout à l'heure, au-delà des hypothèses sur laquelle est fondée cette loi de finances et qui, je répète, peuvent déjà être largement discutées. Y compris, et vous savez, mais ça c'est permanent, y compris par exemple sur la question, vous le savez que une grande partie des hypothèses est fondée par exemple sur la campagne agricole. Sur la campagne agricole. On a fait une prévision qui est une prévision moyenne de récolte de 70 millions de quintaux. Avec les dernières pluies, c'est vrai, on peut espérer atteindre ce chiffre, mais vous le savez aussi, et les gens qui ont travaillé sur l'agriculture le savent parfaitement, rien, absolument rien n'est joué avant le mois de mars. C'est si, effectivement, au mois de mars, il pleut de manière suffisante, de manière bien répartie, etc., qu'on pourra, d'Ixat seulement, apprécier, dire que oui, la campagne risque d'être bonne et qu'on pourrait effectivement atteindre l'objectif. Mais autrement, malheureusement, tout est encore totalement aléatoire. Mais je pense qu'on va mettre de côté, si vous voulez, la question des hypothèses. Moi, ce que j'ai envie de dire globalement sur cette loi de finances, parce que, je répète, s'il y a des questions, je reviendrai, je donnerai des chiffres, je donnerai des choses. Il y a déjà eu, personnellement, j'ai déjà fait plusieurs débats, etc., sur la question. Donc là, compte tenu du temps, je vais essayer d'aller à une idée, en fait, qui me paraît essentielle. Je vais dire. C'est que, en fait, nous vivons un grand paradoxe. Parce que d'un côté, la crise Covid a mis en évidence un certain nombre de besoins fondamentaux et donc a suscité des attentes dans la population. Et alors, par exemple, pour être clair, la crise, d'abord, a mis en évidence un immense besoin de services publics, d'amélioration des services publics, à commencer bien évidemment par la santé, mais aussi par l'éducation, par la protection sociale, par la couverture médicale, par le chômage, etc. La précarité, ce sont des besoins, et d'ailleurs, que seul l'État est en mesure de réaliser. Avec la crise, on a bien vu, tous les regards se sont tournés vers l'État, y compris ceux qui combattaient l'État, qui nous racontent depuis des décennies qu'il faut moins d'État, etc. On a bien vu, tout le monde s'est orienté vers l'État et la demande est une demande très forte pour que l'État intervienne et augmente les dépenses essentiellement pour répondre à ce besoin qui est apparu. Je reste juste à ce niveau-là. Donc, concrètement et très logiquement, tout le monde attendait que cet État
répondent à cette demande de la société, à ces besoins qui sont apparus, ben, à travers la loi de finances, bien évidemment. Parce que c'est le budget qui est l'instrument à travers lequel l'État exprime concrètement sa politique. Donc déjà, dans la loi de finances rectificative de juin 2020, il y avait une forte attente. Rapidement, on a vu, tout le monde a déchanté, on n'a rien vu. Bref, je passe. Ensuite, il y a eu donc ce rendez-vous de la loi de finances 2021. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On s'attendait, soyons clairs, on s'attendait à ce qu'il y ait une augmentation à la mesure de la demande exprimée. Une considérable augmentation des dépenses de santé, d'éducation, de protection sociale, etc. Et on a vu. Alors, je vous dis, si après on me demande, j'ai les chiffres sous les yeux, mais je vais vous, en quelques phrases, vous résumer en fait comment, en vérité, l'État, non seulement malheureusement, n'a pas répondu à cette demande, non seulement est resté très en deçà de cette demande, mais en réalité, il est resté enfermé dans ces vieux schémas dogmatiques, éculés, dépassés même au niveau international aujourd'hui, qui sont ceux tout simplement de la nécessité de préserver les équilibres macroéconomiques, veiller à, justement comme vous l'avez dit, à ce que le déficit budgétaire, même s'il forcément il dérape un petit peu, mais il faut qu'il reste dans des limites. Concrètement, qu'est-ce que ça a fait? Je vais vous dire l'équation finalement, comment l'État a réglé son problème, mais de la manière la plus classique. Comment? Quand on examine le tableau général d'équilibre de la loi de finances, qu'est-ce qu'on constate finalement par rapport entre 2020 et 2021? Ce qu'il y a eu d'abord de clair, c'est une baisse des recettes fiscales. Ça, c'est clair. Il y a eu une baisse des recettes fiscales du fait de la baisse d'activité, etc. Tout le monde comprend. Mais, en revanche, quand on regarde du côté des dépenses, qu'est-ce qu'on constate? On constate une quasi-stagnation des dépenses. Moi, honnêtement, je ne comprends pas. Je lis ça et là des articles qui me disent mais l'État maintenant supporte un déficit budgétaire parce qu'il a augmenté ses dépenses. Mais enfin, regardons, je vous dis, j'ai les chiffres en face de moi. Les dépenses ordinaires, c'est-à-dire le fonctionnement, le service de la dette, sont passés de 254 milliards à 251 milliards en 2020 à 254 milliards en 2021. 3 milliards, 3 petits milliards pour une année aussi cruciale. Je vous rappelle que 3 milliards, c'est moins de 0,3% du PIB. Hein. Donc, soyons clairs. Malheureux, je veux dire même, alors on reviendra sur évidemment, il y a des artifices. On va vous dire, bien, les investissements par exemple, les investissements ont quasiment stagné. On était à 77 milliards, on est à 78 milliards. Je parle des investissements dans le budget de l'État. Mais évidemment, maintenant, on va vous sortir l'histoire. Ah non, ce n'est pas 78 milliards, c'est 230 milliards parce qu'il faut ajouter les établissements publics, il faut ajouter le fonds. C'est des choses qu'il va falloir vérifier sur place. Il va falloir voir ce que ça veut dire concrètement. On sait très bien d'abord, parce que, je vous rappelle, ça c'est les rapports de la Cour des comptes. Chaque année, la Cour des comptes nous dit par exemple que le taux de réalisation, parce qu'à chaque année, dès que tu le sais, chaque année, on nous disait, l'investissement public, globalement, c'est 190 milliards, c'est important, c'est considérable, quand maintenant on va nous dire 230 milliards. Mais après, quand on voit la réalisation, qu'est-ce que nous dit la Cour des comptes? Le taux de réalisation, c'est 60-70%, même s'il s'est un peu amélioré ces dernières années. Donc, ne vivons pas sur des prévisions qui sont chimériques, surtout dans le contexte de crise actuelle. Parce que si le taux de réalisation était déjà faible en période, disons, à peu près normale, on comprend qu'ils le sont encore moins en période de crise. Bon, donc, pour arrêter là-dessus, je récapitule. Les recettes fiscales ont baissé, mais les dépenses ont stagné. Très bien.
Sauf que, alors ça, cette réalité-là a en fait dégagé un besoin de financement qui est record. Regardez le tableau d'équilibre de la loi de finances, il apparaît clairement que le besoin brut de financement s'est élevé à 151 milliards. C'est-à-dire qu'on est passé en 2020 de 139 milliards à 151 milliards. Pour moi, en réalité, le vrai déficit, 151 milliards, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de 15%. On n'est pas sur 4-5% du PIB. On est sur 15% du PIB. C'est ça le vrai problème. Un besoin de financement considérable. Alors évidemment, comment on va le compenser? Comment on va couvrir ce besoin? C'est là où, pour régler son problème, l'État finalement recourt à la formule, à la méthode la plus classique, la plus dangereuse aussi, c'est qu'il y a la solution de facilité, tout simplement, qui est celle de l'endettement. Et donc, on va s'endetter de 107 milliards cette année, en 2021, un besoin de financement de 150 milliards, un endettement de 107, ce qui fait que ça lui permet de faire apparaître, en dernier lieu, et c'est ça qui compte pour la presse et pour l'opinion publique, un déficit de 44 milliards. Et comme ça, il y a le tour de passe-passe qui permet de maintenir la face. Oui, bon, on va rester dans des limites de déficit budgétaire acceptables, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, en fait, non seulement l'État, malheureusement, n'a pas répondu aux besoins qui sont apparus, aux besoins de la population, je dis bien, aux besoins fondamentaux en service public. Non seulement l'État n'a pas répondu à cette demande, à ce besoin, c'est révélé donc extrêmement, de ce point de vue-là, la loi de finances est extrêmement décevante, mais plus grave, pour remettre les équilibres et rester dans, j'allais dire, les canaux de la doxa financière, pour rester dans la doxa, on s'endette comme d'habitude, je vais presque envie de dire comme d'habitude, et donc je vous rappelle, et là, alors il y a peut-être là aussi une tendance cette année qui est assez intéressante. Vous savez que la structure de la dette, depuis 10-15 ans, on était dans une situation, on est toujours d'ailleurs, mais c'est surtout la dette intérieure qui est la plus importante. La dette extérieure a représenté en fait 20% de l'ensemble. 80% dette intérieure, 20% dette extérieure. Eh bien, je peux vous dire que cette situation est en train d'évoluer cette année de manière considérable. Parce qu'en 2020, alors les chiffres évidemment, c'est là, les chiffres officiels vont tarder à venir, et puis il va y avoir là aussi beaucoup de manipulations. On attendra, mais je peux vous dire, rien que sur ce qui est certain, l'État a dû s'endetter. Si on ramasse simplement les endettements, la LPL, l'emprunt sur le marché mondial, les emprunts des différentes institutions financières, la Banque mondiale, le FMI, etc., si on ramasse tout ça, on est sur quelque chose de 7 à 8 milliards de dollars d'endettement externe. C'est un record. C'est un record. Et donc, finalement, l'équation, elle est on ne peut plus classique. On serre la ceinture, on s'endette et on laisse apparaître des comptes à peu près corrects. Voilà la manière dans l'État, je dis, je reste malheureusement, je n'ai pas le temps de détailler, je reste très global, mais pour moi, la manière dont l'État a essayé de répondre à la loi de finances. Alors, si vous me donnez encore 5 minutes, je vais dire quand même donc quelque chose sur le plan de relance. Alors, oui, c'est vrai que le plan de relance, en tout cas dans l'intention, se veut effectivement quelque chose d'ambitieux par certains égards, je vais l'expliquer, et c'est intéressant. Il y a des idées intéressantes. Alors, concrètement, bon, je dirais il y a le plan de relance repose sur, allez, on va dire trois piliers. Il y a un pilier financement. Je dirais que ce n'est pas le plus intéressant. C'est le plus classique. Mais c'est aussi celui sur lequel on fait le plus de bruit. On nous dit 120 milliards, 11% du PIB. Soyons clairs. Là aussi, on est simplement dans les prévisions.
Je vous rappelle d'abord la formule chenille. Quand on vous dit 120 milliards, ça veut dire quoi? 75 milliards, c'est quoi? C'est des emprunts, c'est des crédits bancaires. Ça veut dire concrètement, encore une fois, qu'on ouvre un marché pour les banques, tout simplement. Dans les conditions des banques que l'on connaît. Là aussi, j'espère qu'il y aura des questions et je détaillerai. Mais on sait les problèmes des emprunts bancaires, notamment pour la petite et moyenne entreprise. Mais bon, même si l'État a amélioré les conditions, baisse des taux d'intérêt, etc., on reste quand même dans une logique purement de crédit. Bien, très bien. Les 45 milliards autres, les 45 milliards qui sont en principe destinés au fonds d'investissement, là, l'idée, je le dis autant tout de suite, sincèrement, l'idée me paraît intéressante. Sauf que, la première chose, on nous dit que c'est un fonds de 45 milliards. Pour l'instant, on n'a vu que 15 milliards. Et 15 milliards, de l'État. C'est tout simplement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on vous dit les 230 milliards comme ça, un chiffre. Là, il y a des doubles emplois là-dedans. Parce que dès que les 15 milliards, c'est simplement un virement dans le budget de l'État. C'est dans la loi de finances rectificative. On a prévu, si vous voulez, peu importe, c'était prévu ou ça a été décidé après, mais en tout cas, ce sont 15 milliards que l'État a pris de son budget et a versé dans le compte du fonds d'investissement. C'est tout. Mais alors, les 30 milliards, les autres 30 milliards, à ce jour, on verra, mais à ce jour, personne ne sait comment on va les avoir. Bon. Donc, deuxième chose, le plus important pour moi dans ce fonds, ça peut être une bonne idée à mon avis, mais à condition bien évidemment qu'il change complètement sa politique d'investissement, parce qu'il faut que les jeunes le sachent quand même. La question des fonds d'investissement, mais elle n'est pas nouvelle. Rien que pour rester à des choses que chacun connaît, le fonds d'investissement Hassan II, c'est quoi? C'est la même chose. Bon, les missions peuvent un peu changer, mais dans le fond, le fonds Mohammed VI peut agir au niveau d'abord, effectivement, d'une sorte de force de frappe en termes d'investissement. Donc, il peut effectivement générer des investissements. Toute la question sera de savoir quels investissements. Parce que je vous rappelle qu'un des grands problèmes de l'économie marocaine aujourd'hui, c'est justement la qualité de l'investissement. Nous avons beaucoup investi, nous avons un des taux d'investissement les plus élevés, mais avec des créations d'emplois qui sont quasiment nulles, avec une capacité de générer de la croissance qui est quasiment nulle, il y a un problème. Donc, oui, je dis c'est très bien, mais à condition que ce fonds change complètement sa politique d'investissement. Première chose. Deuxième chose, moi je dis que le fonds d'investissement, s'il a une première mission, parce que justement on est en période de crise, et qu'une des missions de ce fonds, c'est de sauver les entreprises qui sont en difficulté, d'entrer dans le capital des sociétés, etc. Il y a une première société qui est toute indiquée, que tout le monde regarde aujourd'hui, c'est la Samir. Si ce fonds, je le dis clairement, si ce fonds inaugure son action, son activité, en intervenant pour sauver la Samir, qui est un véritable joyau de l'économie marocaine, qui est malheureusement en train de péricliter, donc si ce fonds intervient pour sauver la Samir, je serai le premier à applaudir. Et il fera véritablement œuvre utile. Maintenant, s'il détourne son regard et qu'il va ailleurs et qu'il fait comme d'autres, comme ce que vous dites, les investissements du fonds Hassan II, on ne sera pas sorti de l'auberge. Bon, donc voilà pour le premier axe. Le deuxième axe, un mot sur le deuxième axe, c'est la protection sociale. L'ambition là est très importante. Là aussi, je ne peux, sur le principe, que applaudir. Je dis que, et je n'ai aucune hésitation à le dire, je dis que si, évidemment tout est dans ce si on réalise ce qui est promis, et qu'est-ce qui est promis? Il faut bien clarifier les choses. Ce n'est pas moins qu'une protection sociale généralisée entre 2021 et 2025. Je vous rappelle que ce qui est prévu, c'est dès cette année normalement, 2021 et 2022,
généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Vous imaginez la couverture médicale pour tous les Marocains. C'est-à-dire qu'on ferait en 1 ou 2 années tout simplement ce qu'on n'a pas fait depuis 60 ans. Soyons clairs. 2, les allocations. Oh, oui, ce qu'on n'a pas. Je vais vous dire, je prends moi les chiffres officiels. Je prends les chiffres officiels. Le ministre des Finances a dit que cette réforme va concerner 22 millions de Marocains. C'est lui qui l'a dit. Eh bien, nous sommes 36 millions de Marocains. Qu'est-ce que je comprends, moi, de cela? Je comprends que depuis 50 ans, on a réussi à couvrir 14 millions de Marocains. 14 millions. Tout confondu. Je prends tout confondu, c'est-à-dire tous les systèmes confondus. 14 millions de Marocains. Il reste 22 millions. J'appelle ça, oui. Si on arrive à le faire, ça revient à faire en 2 années ce qu'on n'a pas fait depuis 50. Bien. 2023 à 25, on va passer. Alors, on fera aussi les allocations familiales, c'est très important. Et puis, entre la deuxième phase, c'est-à-dire 2023-2025, eh ben, on va passer à la retraite, là aussi, à la généralisation de la retraite et à l'indemnisation de l'emploi. Généralisée également. Très bien. Donc, vous voyez que si, je dis bien si, j'ai envie de rêver, croyez-moi, je veux croire, moi, à ce rêve. Et donc, s'il se réalise, on aura fait un énorme pas. Sauf que, là aussi, revenons sur Terre, et nous sommes en train de parler de finances publiques. Vous le savez très bien, regardez toutes les expériences qu'il y a dans le monde. Alors, le nerf de la guerre, ce sont les finances. Tous les systèmes de protection sociale qui ont marché dans le monde, ce sont des systèmes, au-delà du système en lui-même, on n'a pas le temps, on peut revenir s'il y a des questions, quel système, etc. Mais le nerf de la guerre, c'est d'abord le système de financement. Il faut que le système de financement soit un système suffisant, durable, pérenne, stable. Et ça, oui, déjà tout de suite un paradoxe. Quand je vois dans la loi de finances qu'on a prévu les fameuses, la petite mesurette de la contribution de solidarité qui, dans le meilleur des cas, va rapporter 5 milliards, autant une goutte d'eau dans l'océan. Et surtout, on nous dit que c'est juste pour 1 année. Alors là, je ne comprends plus. Comment financer un système durable avec quelque chose qui dure 1 année? Bon, bref, c'est vous dire qu'on est là, on n'y est absolument pas. Pour aller vite, pour dire clairement les choses, c'est évident que pour moi, une des conditions majeures de succès de ce projet, c'est une véritable réforme fiscale, parce que c'est la fiscalité qui va donner les moyens, les ressources nécessaires, durables. Et quand je dis réforme fiscale, là aussi, regardez toutes les expériences internationales. Quand on fait une réforme fiscale pour financer la protection sociale, c'est évident qu'il faut que ce soit une réforme équitable, progressive, progressiste. Ça veut dire une réforme qui, soyons clairs, impose une forte progressivité au niveau de l'impôt sur le revenu, impose un impôt sur les grandes fortunes, impose un impôt sur les successions. Ce sont là les réformes fiscales nécessaires qui vont de pair avec un système de protection sociale. Il faut que le système c'est un système de solidarité, mais il faut qu'il soit aussi financé à partir d'une logique de solidarité. Voilà. Donc, le deuxième. Un mot sur le troisième et j'arrête. Je suis désolé, mais vraiment, vous voyez tellement de choses à dire, mais j'essaie de résumer. Le troisième point, le troisième axe, le troisième pilier, si vous voulez, de ce plan de relance, c'est la réforme du secteur public. Alors, je peux vous dire d'abord que ça, c'est une vieille histoire qu'on traîne depuis 40 ou 45 ans.
Je vous rappelle qu'au début des années 80, on avait installé un ministère, un secrétariat d'État pour réformer le secteur public. Et on y est toujours. Bref, ce que je veux dire par là, bien sûr, là aussi, c'est la même chose. Si la réforme du secteur public est abordée avec une vue réellement, je dis même pas, je dis simplement qu'il tienne compte de l'expérience. Si ça ne se réduit pas à des privatisations déguisées, si ça ne se réduit pas à des montages qui ne produisent rien, je vous donne un exemple. Une des idées qu'on nous avance maintenant, c'est de nous dire on va réunir des établissements publics complémentaires qui sont dans le même secteur, qui peuvent produire des synergies. Très bien, l'idée, elle est bonne. Mais il faut savoir ce qu'on en a fait déjà, parce que cette expérience, on l'a déjà faite. On a un exemple aujourd'hui devant nous. Mais c'est l'ONI. Ça fait au moins 7 ou 8 ans avec cette même idée. C'est de trouver les synergies. On avait fusionné l'ONEP et l'ONE, ce qui a donné l'ONI. Et ça fait quand même 7-8 ans. Donc, on a le temps de voir venir les choses, de voir comment ça s'est réellement réalisé. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Allez voir. Rien n'a changé. On a simplement juxtaposé. On a le seul changement palpable, il est au niveau du titre. Ça ne s'appelle plus l'ONI, l'ONEP et l'ONE, ça s'appelle l'ONI. L'ONEE, point barre. Et puis, oui, il y a un directeur. Mais c'est tout. Les structures sont restées exactement les mêmes, les administrations totalement distinctes, même, je peux vous dire, même les services sociaux, même les COS, les services, les trucs, les œuvres sociales. Deux mondes qui coexistent sans exister ensemble. Donc, vous voyez, on a une expérience de visu. Si c'est ça qu'on veut encore multiplier, merci, merci. J'espère donc qu'on va prendre leçon de ces expériences, et qu'effectivement, réellement, on va faire des réformes qui méritent le cas. Et je répète, sous des appellations qui peuvent tourner, on dit les formules innovantes, etc. S'il s'agit simplement de remettre des privatisations déguisées, alors ça sera très grave. Parce que malheureusement, là aussi, je vous dis franchement, moi, je ne parle pas de manière dogmatique, je ne parle pas d'un point de vue idéologique. J'observe les expériences et je les vois. Et je ne demande qu'une seule chose, c'est qu'on tienne les leçons de l'expérience, qu'on retienne quelque chose. Regardez maintenant, aujourd'hui, nous sommes en 2021. Mais chacun aujourd'hui, objectivement, peut constater que l'expérience des privatisations au Maroc a été une catastrophe. Regardez aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure de la Samir, mais on peut multiplier la libéralisation du secteur des hydrocarbures. C'est une catastrophe. Donc, je peux multiplier les exemples, mais c'est pour vous dire que, et j'arrête là, vous voyez bien qu'à chaque fois, l'idée du plan de relance, les idées qui sont dedans, théoriquement, je ne peux que saluer. Il reste maintenant l'essentiel, parce qu'il ne s'agit pas de saluer et dire que c'est une bonne idée. Il reste l'essentiel. Je vois l'essentiel, c'est mettre en œuvre les conditions de succès de ce plan. Et ça, évidemment, c'est une autre histoire. Merci.